Madame, Monsieur, nous sommes le vendredi 28 novembre 2025. Plaisir pour moi de vous retrouver dans la rubrique qui reçoit chaque fois des invités pour vous, des invités de divers titres. Et ce soir, nous allons recevoir un acteur politique, Irénée Agossa, qui est déjà sur ce plateau avec nous. Avec lui, nous allons parler une fois encore de la révision de la Constitution. Vous savez que c'est un sujet assez préoccupant dans ce contexte actuel au Bénin. La révision constitutionnelle est un sujet qui alimente, vous le savez, régulièrement les discussions et les controverses. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans ce numéro. Alors que les élites politiques et juridiques débattent des articles, des procédures et des implications, nous ne devons pas perdre de vue le souverain primaire, le citoyen. La participation citoyenne, qu'en est-il? Notre thème aujourd'hui est précisément au carrefour de ces deux réalités, révision constitutionnelle et participation citoyenne au Bénin. Le peuple comprend-il réellement son rôle dans ce processus? C'est une interrogation et pour en parler, nous avons notre invité de tous les vendredis, je vous le disais à l'instant, Irénée Agossa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Avaligé. Manager qualiticien, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Irénée Agossa, on parle de ce sujet ce soir, la participation citoyenne dans la révision de la Constitution. Est-ce que les citoyens comprennent véritablement ce que les tests prévoient? Cette question, elle est récurrente. On va vous la poser également. Pourquoi réviser la Constitution aujourd'hui dans un contexte de fin mandat où le processus électoral est déjà enclenché? D'abord, il faut rappeler que la Constitution n'appartient ni à un mandat, ni à un gouvernement, mais à nous tous, à vous et à moi, c'est-à-dire à tout le peuple. Lorsqu'une révision devient nécessaire pour améliorer le fonctionnement des institutions, pour corriger les insuffisances ou pour préparer l'avenir, le calendrier politique ne doit pas être un obstacle. Donc, le calendrier dont vous parlez ne peut pas être un obstacle pour la révision de la Constitution. Toutefois, le calendrier aujourd'hui convient, parce que si vous voyez le contexte béninois, le calendrier convient. Les députés ont été suffisamment prévenus et ont tenu compte du contexte béninois en choisissant la période d'aujourd'hui. Parce que vous savez, dès qu'on parle de révision de Constitution en Afrique, et surtout dans notre pays, tout le monde est braqué sur le fait que le président en exercice veut rester indéfiniment au pouvoir. Ce qui veut pas quitter le pouvoir. Et les complotistes trouvent de la matière. Aujourd'hui, la période permet à ce que ces complotistes soient démentis au fur et à mesure que le processus électoral se déroule. Donc, nous avons déjà en place tout ce qui va se passer sur le plan communal, sur le plan municipal, sur le plan législatif, je vais parler des élections, et encore sur le plan des élections présidentielles. Donc, au fur et à mesure que nous allons nous approcher des échéances, les complotistes seront démentis. Donc, ça veut dire que on ne dira pas encore que le président Talon veut faire un troisième mandat, veut rester indéfiniment au pouvoir. Deuxième point, où vous allez voir que la période choisie est bonne. Le nouveau président qui viendra en 2026, il ne faut pas qu'on lui mette ces épines-là de révision de Constitution dans ses pieds. D'autant plus qu'il est utile qu'on ait aujourd'hui une révision. Ce qui a été remarqué et mis en place par les députés. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est la nouvelle législature qui va s'occuper de la révision de la Constitution. On dira au nouveau président, oh là là, lui vient d'arriver, et tout ce qu'il veut faire, c'est de se pérenniser au pouvoir. Donc, ça serait aussi un problème pour lui. D'où la période actuelle est bien indiquée pour pouvoir procéder à cette révision de la Constitution. Vous voyez? Donc, la révision n'est pas un acte improvisé. Pas du tout. Elle est l'aboutissement d'années de réflexion, de consultation et d'observation sur les limites du système de gestion du pays. Ce qui importe, ce n'est pas quand, mais pourquoi. Parce que
nous avons besoin de renforcer l'efficacité institutionnelle, de mieux organiser la gouvernance, d'adapter la République aux défis nouveaux. Les données ont changé dans tous les domaines. Donc, il faut adapter la République aux défis nouveaux. Ce n'est donc pas une réforme de fin de mandat. Non, c'est une réforme d'avenir. Et l'avenir se prépare maintenant. Et c'est ce qu'on n'a pas souvent fait dans d'autres pays. L'avenir se prépare maintenant. Gouverner, c'est prévoir. Irénée Agostin, on observe que actuellement les membres du gouvernement sont en séance d'explication sur les nouvelles réformes contenues dans la Constitution. Est-ce que réforme constitutionnelle d'abord et puis vulgarisation après, ce ne serait pas mettre la charrue avant les bœufs? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Mais je comprends cette interrogation. Il faut distinguer deux étapes. La première, c'est le travail institutionnel. Juristes, parlementaires, experts, ils bâtissent le texte. Et ensuite, son adoption par les députés. Deuxième étape, c'est la vulgarisation. Ce que vous appelez, c'est la vulgarisation. Expliquer, informer, écouter. Et on ne vulgarise pas un texte qui n'existe pas encore. On vulgarise ce qui a été adapté pour que le peuple en comprenne la portée. Mais ici, la question n'est pas réellement ça. Hein. Les gens se disent que le fait de venir les voir, après avoir conçu le texte, que c'est une trahison. Qu'on devait les voir d'abord, leur poser le problème, avant d'aller étudier les textes et de pouvoir maintenant l'adopter au Parlement. Donc pour eux, c'est dit qu'il y a eu trahison. Mais c'est faux. Cette procédure n'existe nulle part. C'est totalement faux. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des intellectuels même qui soutiennent ça. J'ai lu sur les réseaux des intellectuels de tous bords, religieux, etc., qui disent qu'ils sont surpris de voir qu'il y a eu révision de constitution. C'est une inculture politique. Réviser la constitution, qui est le pacte social établi en 90, ce n'est pas une trahison, c'est faux. L'article 4 de la Constitution, dont on parle, stipule que le peuple exerce sa souveraineté par le biais de ses représentants élus ou par référendum, dont les conditions sont fixées par la Constitution et une loi organique. Mais ça là, ça a été adopté dans la Constitution de 90 en 1990 par référendum. Donc ce contrat déjà a été signé. Le peuple a déjà donné ce pouvoir aux députés. Et les députés, c'est à eux de définir pourquoi, comment et quand décider d'une révision de constitution. Il y a aussi le référendum, normalement. C'est eux encore de décider les conditions du référendum. On l'a dit, à travers une loi organique, c'est direct ou par une loi organique, et c'est la loi organique est là. Donc, les députés n'ont rien fait d'anormal. Je vais faire le débat avec qui que ce soit, qu'il soit agrégé en droit, etc. Moi, je suis un spécialiste en qualité, mais je vais faire ce débat. Ce débat n'est pas cohérent. On a trahi personne. Les députés n'ont pas fait. Et ce n'est pas ces députés-là qui ont défini la loi. Et la loi est là. Et ça veut dire ici quoi? Que le peuple qui leur a donné ce pouvoir, en tenant compte de la constitution actuelle qui est là, c'est que chaque 4 ans, le peuple renouvelle le droit qu'il a concédé aux députés et élu d'autres députés. C'est ainsi qu'on a les députés qui sont là. C'est ainsi qu'on a élu les députés qui sont là. Donc les députés n'ont rien fait d'anormal. Et c'est ce qui se passe même maintenant, c'est ce qu'ils font là. C'est cohérent et c'est ce qui marche. Ensuite, le président de la République, à qui le peuple a conféré le pouvoir de promulguer la loi, peut vouloir aussi s'assurer que le peuple comprend la portée d'une réforme. Tel a été le cas. Donc,
c'est une procédure normale, ce qui justifie la vulgarisation de la modification constitutionnelle actuelle sur toute l'étendue du territoire national. C'est cohérent et c'est normal. Donc, je peux vous dire que la vulgarisation arrive au moment où elle est utile. C'est quand elle est utile qu'on fait. Il peut y avoir des révisions sans vulgarisation. Ça dépend de l'utilité. Quand il y a un contenu clair à présenter au peuple, ce n'est pas mettre alors la charrue avant les bœufs. Et ce n'est pas aussi une trahison. Je le répète, ce n'est pas une trahison. Ce qui se passe, c'est dans le cours normal des choses et nous sommes en train d'évoluer convenablement dans le sens de l'adaptation de la République aux défis nouveaux. Bien sûr, Irénée Agostin, on va rester avec cette vulgarisation des textes contenus dans la Constitution révisée. Est-ce que, à votre sens, vous pensez que c'est concrètement un exercice républicain ou quelque chose d'autre? Non, c'est un exercice républicain. Hein? Peut-être d'autres vont dire que ce n'est pas. C'est un exercice républicain. Cette opération n'est pas une opération par exemple, de séduction. Non. Non et non. Donc, nous ne cherchons pas à convaincre coûte que coûte. Pas du tout. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'étais sur le terrain. Ce n'est pas ça. Ici, l'objectif est différent. Rendre le peuple propriétaire d'une réforme qui le concerne. C'est ça. Ce n'est pas pousser le peuple à faire ce que nous pensons. Non. Il faut que le peuple s'approprie d'une réforme qui le concerne. La vulgarisation est un exercice républicain. Dire la vérité, éclairer les citoyens, répondre aux inquiétudes, lever les zones d'ombre. Si on voulait séduire, on ferait du slogan, ce qui n'est pas le cas. Or, nous faisons l'inverse. Nous expliquons, nous détaillons, nous confrontons nos arguments au terrain. C'est cela la République. Dialoguer et non séduire. Et c'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce que nous faisons maintenant sur le terrain. Donc, nous ne sommes pas là du tout pour faire autre chose. Et quand vous suivez ce qui se passe, vous allez constater. Donc, ce n'est pas une séduction, pas du tout. Nous sommes dans la logique républicaine. Et sur le terrain, justement, qu'en est-il de l'adhésion publique? Est-ce que vous avez l'impression que les populations comprennent réellement ces tests-là et qu'ils adhèrent à ces réformes? Évidemment, nous ne mesurons pas l'adhésion avec les chiffres, mais avec les réactions du terrain. Surtout avec les réactions du terrain. Les questions que les citoyens posent, les inquiétudes qu'ils expriment, les critiques qu'ils formulent et surtout leur volonté de comprendre. L'adhésion que nous cherchons, ce n'est pas les acclamations. Non, nous ne sommes pas un meeting ici. L'adhésion que nous cherchons, c'est quand les citoyens se sentent concernés. C'est quand les citoyens se sentent concernés. Et sur le terrain, nous avons vu une population qui veut comprendre, qui interroge, qui fait le débat et qui mène ce débat. Cela montre que la vulgarisation n'est pas une simple formalité, mais un processus de maturation démocratique. Et de quelle utilité les interrogations des populations là sera? Est-ce que les débats qu'ils mènent sur un tel ou un autre test va pouvoir porter ses fruits? Est-ce qu'on va pouvoir les écouter clairement? Oui, il faut dire que ces populations sont d'une utilité. C'est-à-dire allez... Les questions qu'ils posent, le débat qu'ils font, est-ce que ils sont entendus? Est-ce que ces considérations-là vont être prises en compte? Est-ce que on va les écouter clairement? Absolument. D'autant plus que nous sommes venus pour les écouter. L'observation ici, c'est pour les écouter. Ça va être de quelle utilité, justement? Ça serait d'une grande utilité. D'autant plus qu'ils vont s'approprier de ce test et comprendre pourquoi il y a eu la modification et ne pas se laisser embarquer par les gens qui politisent
cette vulgarisation, ou bien cette opération. Donc, les populations sortent de cette ignorance. Les populations se mettent dans la logique, bien sûr, de ces réformes et se posent la question, comme nous l'avons dit, en quoi cela est utile pour nous? Et nous montrons à chaque étape en quoi cela est utile. Et elle s'approprie maintenant cette réforme pour se sentir alors embarquée dans la mise en œuvre de la modification. C'est ça qui est important. Les citoyens peuvent ne pas être d'accord avec tous les textes. Irénée Agosta, on va continuer dans cette Ici, ce n'est pas une question de convaincre, puisque les citoyens ont déjà donné le pouvoir aux députés. Si les citoyens ne sont pas d'accord, c'est le 11 janvier. La loi est claire, c'est le 11 janvier. Si les citoyens ne sont pas d'accord, les citoyens votent alors pour des députés, une majorité qui, en fait, va suivre ce que eux, ils veulent. Mais cela ne veut pas dire que ce que nous avons fait aujourd'hui, la majorité a eu à faire aujourd'hui, ne doit pas être vulgarisé. Non, le citoyen est libre. Mais l'important est que le citoyen soit embarqué et qu'il s'approprie cela. Parce que même s'il n'est pas d'accord, c'est qu'il faut choisir alors quelque chose. Même cela qui serait choisi par rapport à la révision, je veux dire. Mais il faut que le citoyen soit imprégné de son rôle et doit être dedans. Donc, ça n'inquiète pas. La procédure est normale et nous allons apprécier ceci dès le 11 janvier prochain. Mais en attendant, il y a la création du Sénat qui est déjà actée et c'est l'une des innovations constitutionnelles avec des sénateurs qui vont siéger jusqu'à 90 ans, alors que nous avons, vous le savez, une population assez jeune. Quel impact cette réforme pourra avoir sur la jeunesse béninoise? Madame la journaliste, il faut sortir du faux débat qui oppose les générations. Il faut sortir de ce débat. La création du Sénat n'est pas dans ce cadre. Le Sénat n'est pas une chambre de vieillesse, ni une maison de retraite. Il ne faut pas qu'ils confondent des choses. C'est une chambre d'expertise. Bien sûr. De déontologie politique dans la République, de mentorat, d'addition des expériences, de cohésion et de stabilité, gardien du temple de nos acquis. C'est ça le Sénat. Dans la société jeune, c'est normal dès que vous avez une société où il y a plusieurs jeunes, la jeunesse apporte l'énergie, l'innovation, la créativité. Mais la gouvernance nécessite aussi de l'expérience, de la mémoire institutionnelle et de la continuité. Ici, le Sénat, c'est quoi? C'est pour permettre un jour que vous voyez Mbedi Adrien, Nicéphore Dieudonné Soglo, Olo et Robert Dossou. Vous voyez le président Talon lui-même, avec le président Yahi Boni. Tous, ensemble, ils convergent vers le développement du pays. Et cela va accompagner la jeunesse, qui ici innove, dégage de l'énergie. Le Sénat ne retire rien à la jeunesse. Au contraire, il crée un espace où les politiques publiques peuvent être examinées avec plus de profondeur pour garantir une vision à long terme. Vision dont la jeunesse serait la première bénéficiaire et l'héritière. Et n'oublions pas, la jeunesse est présente au gouvernement. Nous aurons un président, n'importe comment, de moins de 60 ans d'âge. Elle siège déjà au niveau de l'Assemblée, dans les municipalités et dans les conseils communaux. Je peux vous dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale aussi, vous avez les jeunes. Donc le Sénat complète. Il n'exclut pas. Donc c'est une complémentarité, ce n'est pas une exclusion. On va revenir sur la révision de la Constitution, Irénée Agosta. Est-ce que vous pensez qu'au final, le citoyen béninois a quand même une connaissance des enjeux de cette révision constitutionnelle? Le citoyen béninois est intelligent. Vous êtes aussi intelligente. C'est un compliment, merci. C'est partout. Le Béninois, globalement, son intelligence est supérieure à la moyenne exigée.
Donc, nous sommes intelligents. Donc, et politisés et très observateurs. Ce qui lui manque, ce n'est pas la capacité, mais l'accès à une information claire et simple. La Constitution n'est pas un livre divin. Il faut que les Béninois se mettent ça dans la tête. Et même les Africains comprennent. Ce n'est pas un livre divin. La Constitution a un test technique, certes. Il est normal que tout le monde ne la maîtrise pas. C'est clair. Tout le monde ne comprend pas ce langage. C'est pour cela que la vulgarisation est essentielle. Pour traduire le juridique en langage citoyen. Pour expliquer ce qu'une révision de constitution change concrètement dans la vie du citoyen. Pour éviter les rumeurs et les instrumentalisations surtout, politiques. Il faut l'éviter puisque c'est ça qui est le sujet même et l'objet de travail de ces complotistes. Donc, oui, le citoyen comprend, à condition qu'on lui parle avec honnêteté, respect et transparence. Irénée Agossa, nous connaissons déjà la liste des candidats retenus pour être, on va dire, députés au niveau de chaque parti politique. Vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau et sauf erreur de ma part, sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau, nous n'avons pas vu votre nom y figurer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par... Je constate que vous vous occupez bien de moi. Donc, vous avez fouillé, on n'a pas vu, c'est vrai. Ce n'est pas vous seul, hein. Dans le pays, on en parle, même dans la rue, quand je fais le sport, les gens me posent la question. Mais il faut comprendre que dans un parti politique, nous sommes des militants engagés. Hein, et non des acteurs de casting. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes des militants de conviction engagés et non des acteurs de casting. Ma présence dans le parti ne dépend pas d'une place sur une liste. Ce n'est pas moi-même, d'autres aussi. Mais de ma vision, de mon engagement, de mon travail pour la République. Être absent sur une liste n'est ni une sanction, ni une mise à l'écart. C'est un choix stratégique du parti que je respecte pleinement. L'essentiel ici est de pouvoir travailler pour son parti. Je continuerai à défendre les valeurs de l'UP, le renouveau, à parler aux citoyens, à contribuer au débat public. Je continuerai à faire ce que je suis en train de faire et je le fais avec aisance. La politique, ce n'est pas exister quand on est candidat. La politique, c'est servir avant tout. Mais sans mandat aussi, vous pouvez servir. Et je reste au service de mon pays avec loyauté et détermination. Mais vous avez aussi parlé de choix stratégiques. On doit peut-être comprendre par là qu'une place est en vue pour vous. C'est le parti qui décide. Moi, je n'ai rien à imposer au parti. Et nous sommes des volontaires du parti. Si le parti décide demain que je sois à un poste, ça veut dire que je suis dans l'ordre du mérite du parti et je me mettrai à la disposition du parti pour servir mon pays. Bien sûr, nous respectons votre militantisme et votre engagement au sein du parti L'Union progressiste Le Renouveau. Madame, monsieur, ce sera la fin de cette interview. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ce soir, nous avons abordé la participation citoyenne dans la révision constitutionnelle. Bonne suite de programme sur ETélé.